Dans les couloirs dorés de Versailles, une rumeur inquiétante se répand comme une traînée de poudre. Le soleil couchant baigne les jardins d'une lueur orangée, projetant des ombres allongées sur les parterres impeccablement taillés. À l'intérieur du palais, l'agitation habituelle de la cour fait place à un bourdonnement anxieux. Les courtisans, d'ordinaire si prompts au commérage frivole, échangent maintenant des regards lourds de sens et des chuchotements inquiets. Marie-Thérèse de Lamballe, jeune dame d'honneur de la reine, traverse le grand appartement d'un pas pressé, son cœur battant la chamade. Elle vient d'entendre une conversation qui l'a glacée jusqu'aux os. Deux valets, pâles et tremblants, parlaient d'une apparition fantomatique dans les jardins la nuit précédente. Une femme en blanc, aussi pâle que la mort elle-même, avait murmuré l'un d'eux. Et ses yeux, vides, comme deux puits sans fond, avaient ajouté l'autre en frissonnant. Marie-Thérèse accélère le pas, cherchant à échapper à ces histoires macabres. Mais au détour d'un couloir, elle se heurte brusquement à une silhouette imposante. « Pardonnez-moi, monsieur le comte », balbutie-t-elle en reconnaissant le comte de Saint-Germain, cet homme mystérieux dont on dit qu'il possède des connaissances occultes. Le comte la fixe de son regard perçant. « Mademoiselle de Lamballe, n'est-ce pas? Prenez garde aux ombres qui rôdent. Les murs de Versailles ont des oreilles, et parfois des yeux. » Sur ces paroles énigmatiques, il s'éloigne, laissant Marie-Thérèse plus troublée que jamais. Elle reprend sa route, sentant le poids du regard du comte peser sur elle. Que sait-il? Et surtout, que cache-t-il? Alors qu'elle atteint enfin les appartements de la reine, un cri strident retentit, faisant sursauter tout le palais. Marie-Thérèse se fige, le sang glacé dans ses veines. L'histoire de la Dame Blanche ne fait que commencer, et déjà, la mort rôde dans les couloirs de Versailles. Dans les jours qui suivent, l'atmosphère au palais devient de plus en plus pesante. Les serviteurs chuchotent dans les coins sombres, les nobles échangent des regards inquiets lors des réceptions. Marie-Thérèse, déterminée à comprendre ce qui se passe, commence à mener sa propre enquête. Elle interroge discrètement les domestiques, recueille les témoignages des courtisans, et passe de longues heures dans la bibliothèque royale, fouillant dans les vieux grimoires à la recherche d'indices sur cette mystérieuse Dame Blanche. Un soir, alors qu'elle travaille tard dans la bibliothèque, elle entend un bruit étrange. Une mélodie douce et mélancolique flotte dans l'air, semblant provenir des murs eux-mêmes. Marie-Thérèse, le cœur battant, suit le son jusqu'à une section reculée de la bibliothèque. Là, cachée derrière une étagère, elle découvre une porte secrète. Après un moment d'hésitation, elle pousse la porte et se retrouve dans un couloir étroit et sombre. La mélodie est plus forte ici, presque hypnotique. Marie-Thérèse avance prudemment, guidée par la musique et la faible lueur de sa bougie. Le couloir débouche sur une petite pièce circulaire, remplie de miroirs anciens. Au centre, sur un piédestal, repose un petit coffret en argent finement ciselé. Marie-Thérèse s'approche, fascinée. Alors qu'elle tend la main vers le coffret, son reflet dans l'un des miroirs semble changer. Pendant un bref instant, elle voit non pas son visage, mais celui d'une femme d'une beauté saisissante, aux longs cheveux blancs et aux yeux emplis de tristesse. Effrayée, Marie-Thérèse recule brusquement. Le miroir reprend son apparence normale, mais la jeune femme sait qu'elle vient de voir quelque chose d'extraordinaire. Elle quitte précipitamment la pièce secrète, l'esprit en ébullition. De retour dans ses appartements, Marie-Thérèse ne peut trouver le sommeil. Les événements de la soirée tournent en boucle dans son esprit. Elle est maintenant convaincue que la légende de la Dame Blanche cache un secret bien plus profond et ancien qu'elle ne l'imaginait. Alors que l'aube pointe à l'horizon, Marie-Thérèse prend une décision. Elle doit parler à la reine Marie-Antoinette de ses découvertes. Peut-être qu'ensemble, elles pourront percer le mystère qui menace Versailles et la famille royale. Le chapitre se termine sur cette note de détermination, laissant le lecteur impatient de découvrir ce que les investigations de Marie-Thérèse vont révéler et comment la reine va réagir à ces nouvelles troublantes. L'aube pointe à peine lorsque Marie-Thérèse est convoquée d'urgence dans les appartements privés de la reine. Elle trouve Marie-Antoinette assise à sa coiffeuse, le visage blême et les yeux cernés, fixant son reflet d'un air absent. « Votre Majesté », murmure Marie-Thérèse en s'approchant avec précaution. La reine sursaute, comme tirée d'un cauchemar éveillé. « Ah, Marie-Thérèse, ma chère amie. Approchez, j'ai besoin de vous confier quelque chose. » Marie-Thérèse s'agenouille près de la reine, inquiète de la voir dans un tel état. « J'ai eu une vision cette nuit », commence Marie-Antoinette d'une voix tremblante. Une femme en blanc, d'une beauté saisissante mais terrifiante. Elle se tenait au pied de mon lit, me fixant de ses yeux vides. Et puis, elle a pointé du doigt le berceau du dauphin. La reine étouffe un sanglot.
Marie-Thérèse lui prend la main, cherchant à la réconforter. Ce n'était qu'un cauchemar, Votre Majesté. Le petit Louis-Joseph va bien, j'en suis sûr. Mais Marie-Antoinette secoue la tête. Non, ce n'était pas un simple rêve. J'ai senti sa présence, froide comme la mort. Et ce n'est pas la première fois. Depuis des semaines, je la vois rôder dans les jardins, toujours à la lisière de ma vision. Un silence pesant s'installe. Marie-Thérèse repense aux rumeurs qui courent dans le palais, aux paroles énigmatiques du comte de Saint-Germain, et à sa propre expérience troublante dans la bibliothèque. Votre Majesté, dit-elle enfin, avez-vous entendu parler de la légende de la Dame Blanche de Versailles? Marie-Antoinette se raidit. Que savez-vous à ce sujet? Peu de choses, Majesté. Seulement que son apparition serait un présage de mort. La reine se lève brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. Il faut que vous m'aidiez, Marie-Thérèse. Nous devons découvrir qui est cette Dame Blanche et ce qu'elle veut. Je crains pour la vie de mon fils, pour celle du roi, pour la mienne. Marie-Thérèse acquiesce solennellement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, Votre Majesté. Soudain, on frappe à la porte. Le comte de Fersen, ami proche de la reine, entre précipitamment. Majesté, pardonnez mon intrusion, mais il y a eu un incident dans les jardins. Un garde a été retrouvé mort près du bosquet de l'Étoile. Marie-Antoinette pâlit davantage. Comment est-ce arrivé? Fersen hésite. On ne sait pas encore, Majesté. Mais son visage, on aurait dit qu'il avait vu le diable en personne. Marie-Thérèse et la reine échangent un regard lourd de sens. La menace de la Dame Blanche semble plus réelle que jamais, et le temps presse pour percer son mystère avant que d'autres vies ne soient fauchées. Dans les jours qui suivent, une atmosphère de peur s'installe à Versailles. Les rumeurs vont bon train, chaque recoin sombre du palais semble abriter un danger invisible. Marie-Thérèse, investie de la confiance de la reine, intensifie ses recherches. Elle passe des heures dans la bibliothèque, consultant d'anciens manuscrits, des chroniques oubliées de la construction de Versailles. Un jour, alors qu'elle fouille dans une section poussiéreuse des archives, elle tombe sur un vieux journal, celui d'un architecte ayant travaillé sur le chantier du palais sous Louis XIV. Les pages jaunies révèlent un secret terrible. Lors de la pose de la première pierre de Versailles, une jeune femme aurait été emmurée vivante dans les fondations, un sacrifice pour assurer la grandeur et la prospérité du futur palais. Cette femme, nommée Élise de Montvert, était décrite comme d'une beauté extraordinaire, avec de longs cheveux blancs. Horrifiée par cette découverte, Marie-Thérèse se précipite pour en informer la reine. Mais en chemin, elle est interceptée par le comte de Saint-Germain. « Mademoiselle de Lamballe, dit-il d'une voix doucereuse, je vois que vous avez découvert notre petit secret. Saviez-vous que chaque grande dynastie a son prix à payer? Versailles ne fait pas exception. » Marie-Thérèse recule instinctivement. « Vous saviez ?» Le comte sourit énigmatiquement. « Ma chère, je sais beaucoup de choses. Mais la vraie question est, que comptez-vous faire de cette information? » Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchirant retentit dans le palais. Marie-Thérèse et le comte se précipitent vers sa source, les appartements du dauphin. Ils y trouvent Marie-Antoinette, effondrée près du berceau de son fils. Le petit Louis-Joseph est pâle et immobile, sa respiration à peine perceptible. Il ne se réveille pas, sanglote la reine. C'est elle, n'est-ce pas? La Dame Blanche? Marie-Thérèse, le cœur serré, s'approche du berceau. Elle remarque alors un détail troublant, un long cheveu blanc repose sur l'oreiller de l'enfant. Le comte de Saint-Germain observe la scène avec un calme déconcertant. Il semblerait que la malédiction ait frappé, dit-il. Mais tout n'est pas perdu. Il existe peut-être un moyen de sauver l'héritier du trône, et de mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Marie-Thérèse se tourne vers lui, partagée entre la méfiance et l'espoir. Quel moyen? Le comte sourit mystérieusement. Un rituel ancien, mademoiselle. Mais il faudra faire des sacrifices. Êtes-vous prête à payer le prix pour sauver la famille royale? Le chapitre se termine sur cette question lourde de sens, laissant le lecteur en suspens. Marie-Thérèse est confrontée à un dilemme moral, jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger ceux qu'elle sert? Et peut-elle vraiment faire confiance au mystérieux comte de Saint-Germain? La bibliothèque royale de Versailles était un labyrinthe de savoir, ses étagères chargées de siècles d'histoire. Marie-Thérèse, accompagnée du jeune et brillant archiviste royal, Antoine de Lavoisier, parcourait les allées poussiéreuses à la recherche d'indices sur la mystérieuse Dame Blanche.
Êtes-vous sûr que nous trouverons quelque chose ici, mademoiselle de Lamballe, demanda Lavoisier, sceptique. Marie-Thérèse hocha la tête avec détermination. La réponse doit se trouver quelque part dans ses archives. La Dame Blanche n'est pas apparue par hasard. Alors qu'ils atteignaient une section particulièrement ancienne de la bibliothèque, un livre attira l'attention de Marie-Thérèse. Relié de cuir blanc, il semblait luire faiblement dans la pénombre. « Regardez, monsieur de Lavoisier !» s'exclama-t-elle en saisissant l'ouvrage. Le titre, à peine lisible, disait « Chronique secrète de la construction de Versailles ». Avec précaution, ils ouvrirent le livre. Une écriture fine et élégante couvrait les pages jaunies par le temps. Au fil de leur lecture, leurs visages s'assombrirent. « C'est épouvantable », murmura Lavoisier. Le livre racontait comment, lors de la construction du château, Louis XIV avait fait enterrer vivante une jeune femme dans les fondations pour assurer la prospérité et la grandeur de Versailles. Cette femme, nommée Élise de Montvert, était décrite comme d'une beauté éblouissante, aux longs cheveux blancs. Un sacrifice humain, souffla Marie-Thérèse, horrifiée. Pour bâtir le palais sur son sang. Soudain, un bruit de pas les fit sursauter. Le comte de Saint-Germain apparut entre les rayonnages, son visage impénétrable. « Je vois que vous avez découvert notre petit secret, » dit-il d'une voix doucereuse. « Saviez-vous que chaque grande dynastie a son prix à payer ? Versailles ne fait pas exception. » Marie-Thérèse recula instinctivement. « Vous saviez ?» Le comte sourit énigmatiquement. « Ma chère, je sais beaucoup de choses. Mais la vraie question est, que comptez-vous faire de cette information ? » Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant retentit dans le palais, suivi d'une agitation croissante. Le comte de Fersen fit irruption dans la bibliothèque, le visage décomposé. Le dauphin. Il est tombé gravement malade. Les médecins craignent pour sa vie. Marie-Thérèse sentit son cœur se serrer. La malédiction de la Dame Blanche frappait à nouveau, et cette fois, elle visait l'héritier du trône. Le temps pressait pour résoudre le mystère et briser le sortilège avant qu'il ne soit trop tard. Dans les heures qui suivirent, le palais fut plongé dans un état de panique contrôlée. Les médecins se relayaient au chevet du jeune dauphin, tandis que Marie-Antoinette, effondrée, refusait de quitter le côté de son fils. Louis XVI, d'ordinaire si posé, arpentait les couloirs, le visage creusé par l'inquiétude. Marie-Thérèse, quant à elle, redoubla d'efforts dans ses recherches. Elle passait ses journées dans la bibliothèque et ses nuits à explorer les recoins les plus secrets du palais. Le comte de Saint-Germain semblait toujours un pas devant elle, apparaissant et disparaissant comme par magie, laissant derrière lui des indices cryptiques et des avertissements voilés. Un soir, alors que l'état du dauphin s'aggravait, Marie-Thérèse fit une découverte bouleversante. Dans un ancien registre des travaux de Versailles, elle trouva une série de plans cachés, révélant l'existence d'une crypte secrète sous le palais. Selon les annotations, c'était là qu'Élise de Montvert avait été emmurée vivante. Le cœur battant, Marie-Thérèse se précipita pour informer la reine de sa découverte. Mais en chemin, elle fut interceptée par le comte de Fersen. « Mademoiselle de Lamballe, dit-il, le visage grave, le roi demande à vous voir immédiatement. Il envisage des mesures désespérées pour sauver le dauphin. » Marie-Thérèse suivit Fersen jusqu'au cabinet privé du roi. Elle y trouva Louis XVI en grande conversation avec le comte de Saint-Germain. L'atmosphère était lourde, chargée de tension. « Ah, Marie-Thérèse, dit le roi en la voyant entrer. Le comte de Saint-Germain nous a parlé d'un rituel ancien qui pourrait sauver notre fils. Mais le prix à payer est considérable. » Marie-Thérèse regarda tour à tour le roi, Fersen et Saint-Germain. « Quel genre de rituel, votre majesté ?» Le comte de Saint-Germain prit la parole, sa voix plus grave que jamais. « Un échange, mademoiselle. Une vie pour une vie. C'est ainsi que fonctionne l'ancienne magie. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Marie-Thérèse sentit un frisson parcourir son échine. « Vous voulez dire, un sacrifice humain ?» Louis XVI baissa les yeux, visiblement torturé par ce dilemme moral. « Je sais que c'est monstrueux, mais s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver mon fils. » Marie-Thérèse secoua vivement la tête. « Non, votre majesté. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. C'est précisément ce genre de sacrifice qui a créé cette malédiction en premier lieu. » Elle leur parla alors de sa découverte, de la crypte secrète et de son lien avec Élise de Montvert. « Je crois que la clé pour briser la malédiction se trouve là-bas, dans cette crypte. Nous devons y aller, affronter le passé et peut-être,
demandez pardon. Le roi semblait hésitant, mais le comte de Fersen appuya la suggestion de Marie-Thérèse. Cela vaut la peine d'essayer, votre majesté. Nous ne pouvons pas nous abaisser à commettre un autre crime pour en effacer un ancien. Louis XVI finit par acquiescer. Très bien. Nous irons dans cette crypte dès ce soir. Mais si cela ne fonctionne pas. Il laissa sa phrase en suspens, mais tous comprirent l'implication. Si cette tentative échouait, il pourrait être tenté de recourir à des mesures plus désespérées. Alors qu'ils quittaient le cabinet pour se préparer à leur expédition nocturne, Marie-Thérèse remarqua que le comte de Saint-Germain était resté en arrière, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle ne put s'empêcher de se demander quel rôle il jouait vraiment dans toute cette affaire, et s'il n'en savait pas plus qu'il ne le laissait paraître. Le chapitre se termine sur cette note de suspense, alors que le petit groupe se prépare à descendre dans les profondeurs de Versailles, à la recherche de réponses et peut-être, d'une chance de rédemption. L'ombre de la Dame Blanche plane toujours sur le palais, et le destin du jeune dauphin, ainsi que celui de la monarchie elle-même, semble suspendu à cette dernière tentative désespérée. L'atmosphère au palais de Versailles était électrique. Les couloirs bruissaient de murmures inquiets et d'accusations à peine voilées. La nouvelle de la maladie soudaine du dauphin s'était répandue comme une traînée de poudre, et avec elle, la peur d'une malédiction. Marie-Thérèse se frayait un chemin à travers la foule de courtisans agités, cherchant à rejoindre les appartements royaux. Elle portait sous son bras le livre des chroniques secrètes, déterminée à partager sa découverte avec la reine. Au détour d'un couloir, elle surprit une conversation animée entre le comte de Fersen et le duc d'Orléans, cousin du roi et connu pour ses ambitions politiques. C'est une tragédie, bien sûr, disait le duc d'une voix mielleuse qui ne masquait pas totalement sa satisfaction. Mais peut-être est-ce un signe que le destin de la France doit prendre un autre chemin. Fersen, visiblement tendu, répliqua sèchement, « Prenez garde à vos paroles, monseigneur. Certains pourraient y voir de la trahison. » Marie-Thérèse s'éloigna rapidement, troublée par cet échange. Les intrigues de cour semblaient plus dangereuses que jamais en ces temps incertains. Lorsqu'elle atteignit enfin les appartements de la reine, elle trouva Marie-Antoinette effondrée près du berceau du dauphin. L'enfant, pâle et fiévreux, respirait avec difficulté. « Votre Majesté, » murmura Marie-Thérèse en s'approchant. « J'ai peut-être trouvé une explication à nos malheurs. » Elle ouvrit le livre et commença à raconter l'histoire d'Élise de Montvert. Au fur et à mesure de son récit, le visage de la reine passait de l'incrédulité à l'horreur. « Un sacrifice ? Pour bâtir Versailles » s'exclama Marie-Antoinette. « C'est monstrueux. Et je crains que ce ne soit la source de notre malédiction, » ajouta Marie-Thérèse. La Dame Blanche pourrait être l'esprit vengeur d'Élise. La reine se leva brusquement, une lueur de détermination dans les yeux. « Nous devons agir. Trouver un moyen d'apaiser cet esprit avant qu'il ne soit trop tard. » À cet instant, le médecin royal entra dans la chambre, l'air grave. « Majesté, l'état du dauphin s'aggrave. Nous devons envisager. » Il fut interrompu par l'arrivée précipitée du roi Louis XVI, suivi de près par le comte de Saint-Germain. « J'ai entendu parler d'un remède, » annonça le roi, haletant. « Le comte prétend connaître un rituel qui pourrait sauver notre fils. » Tous les regards se tournèrent vers Saint-Germain, qui sourit mystérieusement. « En effet, sire. Mais ce rituel a un prix. Un prix que certains pourraient juger trop élevé. » Marie-Thérèse sentit un frisson parcourir son échine. Quel nouveau sacrifice le comte allait-il exiger? Et jusqu'où la famille royale serait-elle prête à aller pour sauver l'héritier du trône? Le silence qui suivit fut rompu par le bruit soudain d'une vitre qui se brise. Tous sursautèrent, se tournant vers la grande fenêtre donnant sur les jardins. Là, flottant dans l'air nocturne, se tenait une silhouette éthérée vêtue de blanc. « La Dame Blanche » s'écria Marie-Antoinette, serrant son fils contre elle. L'apparition les fixait de ses yeux vides, sa longue chevelure blanche ondulant comme si elle était sous l'eau. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Le temps des secrets est révolu, dit-elle. Le prix du sang doit être payé. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la Dame Blanche se dissipa dans l'air nocturne, laissant derrière elle un silence glacial. Le comte de Saint-Germain fut le premier à reprendre ses esprits. « Vous voyez, Majesté. Nous n'avons plus le choix. Le rituel doit être accompli. » Marie-Thérèse, sentant que la situation lui échappait, intervint. « Non. Il doit y avoir un autre moyen. Peut-être que si nous reconnaissions publiquement le sacrifice d'Élise, si nous lui rendions hommage. »
Le roi semblait déchiré, son regard alternant entre son fils malade et les visages anxieux qui l'entouraient. Et si cela ne suffisait pas? Si nous perdions notre fils par excès de scrupules? Le débat qui s'ensuivit fut intense, chacun défendant sa position avec passion. Marie-Thérèse plaidait pour la vérité et la rédemption, tandis que Saint-Germain insistait sur la nécessité du rituel. La reine, elle, restait silencieuse, berçant doucement le dauphin. Finalement, Louis XVI prit une décision. Nous allons tenter les deux approches. Marie-Thérèse, vous et le comte de Fersen, vous allez enquêter davantage sur Élise de Montvert. Trouvez un moyen de l'honorer, de lui rendre justice. Pendant ce temps, nous nous préparerons pour le rituel du comte de Saint-Germain, au cas où votre approche échouerait. Marie-Thérèse voulut protester, mais le regard du roi était sans appel. Elle comprit que c'était le mieux qu'elle pouvait espérer dans ces circonstances. Alors que la nuit avançait, le petit groupe se dispersa, chacun chargé de sa mission. Marie-Thérèse, accompagnée de Fersen, se dirigea vers la bibliothèque, déterminée à trouver la clé qui pourrait sauver le dauphin et peut-être toute la monarchie. Mais alors qu'il quittait la pièce, elle ne put s'empêcher de remarquer le sourire satisfait sur le visage du comte de Saint-Germain. Elle se demanda, non pour la première fois, si cet homme énigmatique n'en savait pas beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître. Et si oui, de quel côté était-il vraiment? Le chapitre se termine sur cette note de suspense et d'incertitude. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et le temps presse. Marie-Thérèse sait qu'elle joue peut-être sa dernière carte pour empêcher un nouveau drame de se produire à Versailles. Mais pourra-t-elle découvrir la vérité à temps? Et cette vérité sera-t-elle suffisante pour apaiser l'esprit vengeur d'Élise de Montvert? La nuit était tombée sur Versailles, plongeant le palais dans une obscurité oppressante. Dans les appartements royaux, un petit groupe s'était rassemblé autour du berceau du dauphin mourant, le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, Marie-Thérèse, le comte de Fersen, et bien sûr, l'énigmatique comte de Saint-Germain. « Expliquez-nous ce rituel, monsieur le comte » ordonna le roi d'une voix tendue. Saint-Germain s'avança, son visage à peine éclairé par la lueur vacillante des bougies. Le rituel est simple, mais ses conséquences sont lourdes. Pour apaiser l'esprit d'Élise de Montvert et sauver le dauphin, nous devons offrir une vie en échange. Un silence horrifié s'abattit sur la pièce. Marie-Antoinette fut la première à le briser, vous voulez dire, un sacrifice humain? Précisément, Majesté, confirma Saint-Germain. Une vie pure, offerte volontairement, pourrait briser la malédiction et sauver non seulement le dauphin, mais toute la lignée royale. Marie-Thérèse sentit son cœur se serrer. C'est barbare. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. Et pourtant, intervint Fersen, si c'est le seul moyen de sauver l'héritier du trône. Le roi semblait déchiré, son regard alternant entre son fils malade et les visages anxieux qui l'entouraient. Et si cela ne suffisait pas? Si nous perdions notre fils par excès de scrupules? Le débat qui s'ensuivit fut intense, chacun défendant sa position avec passion. Marie-Thérèse plaidait pour la vérité et la rédemption, tandis que Saint-Germain insistait sur la nécessité du rituel. La reine, elle, restait silencieuse, berçant doucement le dauphin. Finalement, Louis XVI prit une décision. Nous allons tenter les deux approches. Marie-Thérèse, vous et le comte de Fersen, vous allez enquêter davantage sur Élise de Montvert. Trouvez un moyen de l'honorer, de lui rendre justice. Pendant ce temps, nous nous préparerons pour le rituel du comte de Saint-Germain, au cas où votre approche échouerait. Marie-Thérèse voulut protester, mais le regard du roi était sans appel. Elle comprit que c'était le mieux qu'elle pouvait espérer dans ces circonstances. Alors que la nuit avançait, le petit groupe se dispersa, chacun chargé de sa mission. Marie-Thérèse et Fersen se dirigèrent vers la bibliothèque, déterminés à trouver la clé qui pourrait sauver le dauphin et peut-être toute la monarchie. Dans la pénombre de la vaste bibliothèque, éclairée seulement par la lueur tremblotante de quelques bougies, Marie-Thérèse et Fersen fouillaient frénétiquement parmi les vieux manuscrits et les chroniques poussiéreuses. « Il doit y avoir quelque chose », murmura Marie-Thérèse, feuilletant un ancien registre. Un indice sur la vie d'Élise avant son sacrifice, sa famille, ses aspirations. Fersen, penché sur une pile de documents, leva soudain la tête. « Écoutez ça », dit-il avec excitation. « J'ai trouvé une lettre, datée de l'époque de la construction de Versailles. Elle mentionne une jeune femme nommée Élise de Montvert, décrite comme une âme pure et aimante, dont la voix enchantait tous ceux qui l'entendaient. Point. Marie-Thérèse s'approcha vivement. Une chanteuse? Cela expliquerait peut-être la mélodie que j'ai entendue dans la pièce secrète. Ils continuèrent leur recherche avec une énergie renouvelée.
Au fil des heures, un portrait d'Élise commença à se dessiner, une jeune femme talentueuse, issue d'une famille modeste, qui avait attiré l'attention de la cour par sa voix exceptionnelle et sa beauté singulière. Mais plus ils en apprenaient sur Élise, plus le mystère s'épaississait. Comment une personne si aimée avait-elle pu être choisie pour un sacrifice aussi cruel? Alors que l'aube commençait à poindre, Marie-Thérèse découvrit un petit carnet caché dans la reliure d'un vieux livre. C'était le journal intime d'Élise. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et commença à lire à voix haute. Ce soir, le roi m'a convoqué dans ses appartements privés. Il m'a parlé d'un grand honneur, d'un sacrifice noble pour la gloire de la France. Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose, de la peur, peut-être même du regret. Je ne comprends pas tout, mais je sens que mon destin est scellé. Si ma vie doit servir un dessein plus grand, alors je l'accepte. Mais j'espère qu'un jour, quelqu'un se souviendra de moi, non comme une victime, mais comme une femme qui a aimé la vie et la musique plus que tout. Un silence pesant s'abattit sur la bibliothèque. Marie-Thérèse et Fersen échangèrent un regard lourd de sens. Elle s'est sacrifiée volontairement, murmura Fersen. Mais elle ne connaissait pas toute la vérité. Marie-Thérèse hocha lentement la tête. Nous devons honorer sa mémoire, mais aussi révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé. C'est la seule façon d'apaiser son esprit. Soudain, un bruit de pas précipité les fit sursauter. La porte de la bibliothèque s'ouvrit à la volée, révélant un page essoufflé. Mademoiselle de Lamballe, monsieur le comte, halta-t-il. Vous devez venir immédiatement. Le comte de Saint-Germain, il a commencé le rituel. Marie-Thérèse sentit son sang se glacer. Ils étaient peut-être déjà trop tard. Sans perdre un instant, elle et Fersen se précipitèrent hors de la bibliothèque, le journal d'Élise serré contre sa poitrine. Alors qu'ils couraient dans les couloirs de Versailles, Marie-Thérèse ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences terribles qui pourraient découler de ce rituel. Allait-il réussir à arrêter Saint-Germain à temps? Et si oui, comment pourrait-il utiliser ce qu'ils avaient appris pour sauver le dauphin et mettre fin à la malédiction une fois pour toutes? Le chapitre se termine sur cette course effrénée à travers le palais, laissant le lecteur en haleine, impatient de découvrir ce qui va se passer. La tension est à son comble, et le destin de Versailles, de la famille royale, et peut-être même de la France entière, semble suspendu à l'issue de cette nuit fatidique. La Galerie des Glaces, joyau de Versailles, n'avait jamais paru aussi sinistre. Les reflets des chandeliers dansaient sur les miroirs, créant une illusion de mouvement dans chaque recoin. Le petit groupe avançait avec précaution, leurs pas résonnant dans le silence pesant. Marie-Thérèse menait la marche, suivie de près par les souverains et le comte de Fersen. Saint-Germain fermait la marche, son visage indéchiffrable. Soudain, une silhouette vaporeuse apparut au bout de la galerie. Élise de Montvert, la dame blanche, se tenait là, éthérée et terrifiante dans sa beauté spectrale. Marie-Antoinette étouffa un cri. C'est elle. Comme dans ma vision. L'apparition s'avança, ses pas ne produisant aucun son sur le marbre poli. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Enfin, vous êtes venu, dit-elle. Après des siècles d'attente, la lignée de ceux qui m'ont sacrifié se présente devant moi. Louis XVI fit un pas en avant, tremblant mais déterminé. Nous sommes venus pour mettre fin à cette malédiction. Que devons-nous faire? Un rire cristallin, presque douloureux dans sa beauté, s'échappa des lèvres translucides d'Élise. Croyez-vous vraiment qu'un nouveau sacrifice apaisera ma colère? N'avez-vous rien appris? Marie-Thérèse, frappée par une soudaine intuition, s'avança. Ce n'est pas la vengeance que vous cherchez, n'est-ce pas? Mais la justice. Le fantôme se tourna vers elle, ses yeux s'adoucissant légèrement. Tu es perspicace, jeune fille. En effet, ce n'est pas plus de mort que je désire, mais la reconnaissance de l'injustice commise. À cet instant, Saint-Germain s'avança brusquement, son visage déformé par la colère. Assez de ces sottises. Le rituel doit être accompli. Tous se tournèrent vers lui, choqués par son éclat. Marie-Thérèse, soudain méfiante, demanda, « Comte, quel est votre rôle dans tout ceci ?» Le masque de Saint-Germain sembla se fissurer. « J'ai veillé sur le secret de Versailles pendant des siècles, nourrissant la peur et le mystère. La puissance de cette cour repose sur le sang versé. » Élise se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une colère froide. « Tu as perpétué le mensonge, prolongeant ma souffrance pour ton propre pouvoir. » Les miroirs de la galerie commencèrent à vibrer, reflétant non plus le présent, mais des scènes du passé.
Le sacrifice d'Élise, les machinations de Saint-Germain à travers les âges, tout fut révélé dans un kaléidoscope vertigineux d'images. Marie-Antoinette, bouleversée, s'adressa au fantôme. Que pouvons-nous faire pour réparer cette injustice? Élise sourit tristement. La vérité. Révéler au monde ce qui s'est vraiment passé. Honorer ma mémoire et celle de toutes les victimes sacrifiées sur l'autel du pouvoir. Marie-Thérèse s'avança, tenant le journal d'Élise. Nous avons trouvé ceci, dit-elle doucement. Vos propres mots, vos pensées avant la fin. Le fantôme d'Élise tendit une main translucide vers le journal, ses yeux s'emplissant d'une émotion profonde. Mes rêves, mes espoirs, tout est là. Louis XVI, visiblement ému, prit une décision. Élise de Montvert, au nom de la couronne de France, je vous demande pardon pour l'injustice commise envers vous. Votre sacrifice ne sera pas oublié. Votre histoire sera connue et honorée. Alors que le roi prononçait ces mots, une lumière douce commença à émaner d'Élise. Son expression s'adoucit, la paix remplaçant enfin la colère séculaire. Merci, murmura-t-elle avant de commencer à se dissiper. Saint-Germain, voyant son pouvoir s'effriter, tenta de s'enfuir. Mais les miroirs semblèrent s'animer, l'emprisonnant dans leurs reflets. Non, hurla-t-il. Vous ne comprenez pas. Sans ce secret, sans cette peur, Versailles perdra son pouvoir. Marie-Thérèse, regardant le comte disparaître, comprit que la véritable malédiction de Versailles n'avait jamais été Élise, mais le secret et la culpabilité qui avaient rongé le cœur du palais pendant des siècles. Soudain, un cri de joie retentit depuis les appartements royaux. Un page arriva en courant, le visage rayonnant. Le dauphin. Il est guéri. La fièvre est tombée. Un soulagement palpable envahit la galerie. Marie-Antoinette fondit en larmes, serrant son époux dans ses bras. Fersen et Marie-Thérèse échangèrent un regard chargé d'émotion. Alors que l'aube pointait, baignant la galerie des glaces d'une lumière nouvelle, le petit groupe sentit qu'une page de l'histoire venait de se tourner. La malédiction était levée, mais les défis qui les attendaient étaient loin d'être terminés. Louis XVI, le visage grave mais déterminé, se tourna vers ses compagnons. Nous avons fait face à nos erreurs passées. Maintenant, nous devons regarder vers l'avenir. La France mérite la vérité, et il est de notre devoir de la lui donner. Marie-Thérèse acquiesça, sentant le poids de cette responsabilité. Ce ne sera pas facile, Votre Majesté. Beaucoup ne voudront pas entendre cette vérité. Peut-être, répondit le roi, mais c'est le seul moyen d'avancer. Nous devons construire un nouveau Versailles, un nouveau royaume, fondé non sur la peur et les secrets, mais sur la justice et la transparence. Alors qu'ils quittaient la galerie des glaces, chacun sentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les révélations de cette nuit allaient ébranler les fondations mêmes de la monarchie française. Mais dans cette fin, il y avait aussi un début. Un espoir de renouveau, de changement, qui pourrait peut-être sauver non seulement Versailles, mais la France tout entière. Le chapitre se termine sur cette note d'espoir teintée d'appréhension. Les personnages, transformés par leur expérience, font face à un avenir incertain mais plein de possibilités. Le lecteur est laissé avec l'anticipation de ce qui va suivre, comment ces changements vont affecter le royaume, et si la famille royale sera capable de tenir sa promesse de vérité et de justice dans un monde qui n'y est peut-être pas préparé. Les jours qui suivirent la confrontation dans la galerie des glaces furent tumultueux. La nouvelle de la véritable histoire d'Élise de Montvert et du sacrifice sur lequel Versailles avait été bâti se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans le palais, puis dans tout Paris. Marie-Thérèse, devenue malgré elle la gardienne de cette vérité, se retrouva au cœur de la tempête. Elle assistait le roi et la reine dans leurs efforts pour gérer la crise, tout en essayant de comprendre les ramifications de ces révélations. Un matin, alors qu'elle traversait les jardins pour se rendre à une réunion du conseil, elle fut rejointe par le comte de Fersen. « Mademoiselle de Lamballe, dit-il, l'air préoccupé, avez-vous réfléchi aux conséquences de tout ceci ?» Marie-Thérèse soupira. « Chaque jour, monsieur le comte. Je crains que nous n'ayons ouvert une boîte de Pandore. » En effet, la révélation avait ébranlé les fondements mêmes de la monarchie. Certains y voyaient une preuve de la corruption inhérente au pouvoir absolu, tandis que d'autres saluaient le courage du roi d'avoir révélé la vérité. Dans la salle du conseil, l'atmosphère était électrique. Le duc d'Orléans, plus ambitieux que jamais, prit la parole. « Sire, le peuple exige des changements. Nous ne pouvons plus gouverner comme avant, pas après de telles révélations. » Louis XVI, visiblement fatigué mais déterminé, répondit « Vous avez raison, mon cousin.
C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer les États généraux. Il est temps que la voix du peuple soit entendue. Cette annonce provoqua un tollé. Marie-Antoinette, assise aux côtés de son époux, semblait partagée entre l'inquiétude et la fierté. Marie-Thérèse observait la scène, consciente qu'elle assistait à un moment charnière de l'histoire. Le vieux monde de Versailles, bâti sur les secrets et les privilèges, s'effritait sous leurs yeux. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Des émissaires furent envoyés dans tout le royaume pour préparer la convocation des États généraux. À Versailles, une transformation subtile mais profonde s'opérait. Les appartements autrefois réservés aux courtisans les plus privilégiés furent ouverts au public. Le journal d'Élise de Montvert fut exposé dans une salle spéciale, attirant des foules de visiteurs curieux et émus. Marie-Thérèse se retrouva souvent à guider ses visiteurs, partageant l'histoire d'Élise et répondant aux questions sur les changements en cours. Un jour, alors qu'elle terminait une de ses visites, elle remarqua une jeune femme qui s'attardait devant le journal d'Élise. « Mademoiselle » s'approcha Marie-Thérèse. « Puis-je vous aider ?» La jeune femme se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Je m'appelle Amélie de Montvert. »« Élise, elle était mon ancêtre. » Marie-Thérèse sentit son cœur faire un bond. « Oh, ma chère. Nous avons tant cherché votre famille. » Amélie sourit tristement. Nous avions perdu notre nom, notre histoire. Pendant des générations, nous avons vécu avec une sorte de honte inexpliquée. Et maintenant, enfin, nous comprenons. Cette rencontre marqua le début d'une nouvelle phase dans la transformation de Versailles. Avec l'aide d'Amélie et de sa famille, un mémorial fut érigé dans les jardins, honorant non seulement Élise, mais toutes les victimes oubliées de l'histoire. Pendant ce temps, la préparation des États généraux battait son plein. Marie-Thérèse travaillait d'arrache-pied avec le roi et ses conseillers pour élaborer un plan de réforme. Les débats étaient souvent houleux, opposant les tenants de l'Ancien Régime à ceux qui réclamaient des changements radicaux. Un soir, épuisée après une longue journée de négociations, Marie-Thérèse se retrouva seule dans la galerie des glaces. Les derniers rayons du soleil couchant illuminaient la pièce d'une lueur dorée. Elle s'approcha d'un des immenses miroirs, scrutant son reflet. Soudain, elle eut l'impression que l'image dans le miroir changeait. Pendant un bref instant, elle crut voir le visage d'Élise superposé au sien, souriant doucement. « Nous sommes sur la bonne voie, n'est-ce pas ?» murmura Marie-Thérèse. Comme en réponse, une brise légère traversa la galerie, apportant avec elle le parfum des roses des jardins. Le lendemain matin, alors que l'aube se levait sur Versailles, Marie-Thérèse fut réveillée par un tumulte inhabituel. Se précipitant aux fenêtres de ses appartements, elle vit une foule immense rassemblée dans les jardins. Des gens de toutes conditions, nobles, bourgeois, paysans, affluaient vers le palais. Fersen arriva en courant, le visage à la fois excité et inquiet. « Les délégués des États généraux, expliqua-t-il. Ils arrivent plus tôt que prévu. Le peuple les accompagne. » Marie-Thérèse sentit un mélange d'appréhension et d'espoir l'envahir. C'était le moment de vérité. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient risqué, allait être mis à l'épreuve. Alors qu'elle se préparait à affronter cette journée historique, Marie-Thérèse ne put s'empêcher de penser à Élise, à son sacrifice et à la promesse de changement qu'il avait finalement engendré. Quoi qu'il arrive maintenant, une chose était certaine, l'ancien Versailles était mort. Une nouvelle ère commençait, porteuse de défis mais aussi d'espoir. Le chapitre se termine sur cette image puissante, l'aube se levant sur un Versailles transformé, les portes du palais s'ouvrant pour accueillir le peuple et ses représentants. Marie-Thérèse, aux côtés du roi et de la reine, s'avance pour les accueillir, prête à affronter l'inconnu et à construire un avenir meilleur pour la France. L'été touchait à sa fin, et avec lui, une ère de Versailles. Le palais, autrefois symbole de l'absolutisme royal, bourdonnait maintenant d'une énergie nouvelle. Les États généraux, convoqués par Louis XVI, avaient marqué le début d'une transformation profonde de la société française. Marie-Thérèse de Lamballe, devenue une conseillère de confiance de la famille royale, observait ces changements avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Ce matin-là, elle se tenait sur le balcon de la chambre de la reine, regardant les jardins où des députés du tiers-état se promenaient aux côtés de nobles, discutant avec animation. « C'est un spectacle que je n'aurais jamais cru voir », dit Marie-Antoinette en la rejoignant. Marie-Thérèse se tourna vers la reine, notant les changements subtils dans son apparence. Fini les coiffures extravagantes et les robes somptueuses. La reine arborait maintenant une élégance plus simple, plus en phase avec les nouvelles attentes du peuple. « Votre Majesté, » répondit Marie-Thérèse, qui aurait pu prédire que la révélation d'un ancien secret nous mènerait ici.
Marie-Antoinette sourit doucement. Certainement pas moi. Mais je commence à croire que c'était nécessaire. Pour la France, pour nous tous. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du roi, accompagné du comte de Fersen et d'Antoine de Lavoisier, devenu un conseiller précieux en ces temps de changement. Mesdames, salua Louis XVI, nous avons des nouvelles importantes. Le groupe se rassembla autour d'une table où étaient étalés des documents. Lavoisier prit la parole. Nous avons réussi à retracer l'histoire complète d'Élise de Montvert. Sa famille, originaire de Normandie, a été retrouvée. Il demande une audience. Marie-Thérèse sentit son cœur s'accélérer. C'est une opportunité unique de réconciliation, dit-elle. Le roi acquiesça. Exactement. J'ai pensé que nous pourrions organiser une cérémonie publique. Un hommage à Élise, mais aussi un symbole de notre engagement envers un nouveau départ. Les jours qui suivirent furent intenses, remplis de préparatifs et de négociations. La cérémonie d'hommage à Élise de Montvert devint rapidement un événement national, attirant l'attention de toute la France. Le jour J, les jardins de Versailles étaient remplis d'une foule diverse, nobles, bourgeois, paysans, tous réunis dans un même espace. Sur une estrade dressée devant le château, la famille royale accueillit les descendants d'Élise. Marie-Thérèse, debout aux côtés de la reine, sentit l'émotion la submerger lorsque Louis XVI prit la parole. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour honorer la mémoire d'Élise de Montvert, mais pour reconnaître les erreurs du passé et nous engager vers un avenir meilleur. Versailles a été bâti sur un sacrifice injuste. Il est temps qu'il devienne le berceau d'une nouvelle ère de justice et d'égalité. Alors que le roi prononçait ces mots, un vent doux se leva, faisant frémir les feuilles des arbres centenaires. Marie-Thérèse aurait juré voir, l'espace d'un instant, une silhouette blanche et lumineuse sourire depuis les fenêtres du palais. La cérémonie se poursuivit, mêlant discours solennels et moments de recueillement. Mais ce qui marqua le plus les esprits fut la décision annoncée par le roi de transformer une partie du palais en musée ouvert à tous, dédié à l'histoire de France dans toute sa complexité. Dans les semaines qui suivirent, Versailles devint le théâtre d'une transformation sans précédent. Les salles autrefois réservées aux privilégiés accueillaient maintenant des visiteurs de tous horizons. Le journal d'Élise, exposé dans une salle spéciale, attirait des foules émues et curieuses. Marie-Thérèse se retrouva souvent à guider ses visiteurs, partageant l'histoire d'Élise et répondant aux questions sur les changements en cours. Un jour, alors qu'elle terminait une de ses visites, elle fut approchée par un groupe de jeunes femmes, les yeux brillants d'enthousiasme. « Mademoiselle de Lamballe, dit l'une d'elles, votre courage et celui de la famille royale nous inspirent. Nous voulons participer à ce renouveau. Comment pouvons-nous aider ?» Marie-Thérèse sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était pour des moments comme celui-ci qu'ils avaient lutté, pour éveiller cette flamme d'espoir et d'engagement chez le peuple. « Mes chers, répondit-elle, il y a tant à faire. L'éducation, les soins aux plus démunis, la réforme de nos institutions. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. » Ce n'était que le début. Dans les mois qui suivirent, Versailles devint un véritable laboratoire de réforme. Des commissions furent créées, réunissant nobles, bourgeois et représentants du peuple pour travailler ensemble sur des projets de loi révolutionnaires. Marie-Thérèse, aux côtés du roi et de la reine, était au cœur de ce tourbillon de changements. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui renforçaient leur détermination. Un soir, alors que le soleil se couchait sur une journée particulièrement éprouvante, Marie-Thérèse se retrouva seule dans la galerie des glaces. Les derniers rayons du soleil faisaient danser des reflets dorés sur les miroirs, comme un rappel des changements lumineux en cours. Elle repensa au chemin parcouru depuis cette nuit où les rumeurs d'une dame blanche avaient commencé à hanter Versailles. Ce qui avait commencé comme une malédiction s'était transformé en catalyseur de changement. Mademoiselle de Lamballe ? Elle se retourna pour voir le comte de Fersen s'approcher. Le roi et la reine vous demandent. Il semblerait que notre travail ne fasse que commencer. Marie-Thérèse sourit, sentant en elle un mélange d'excitation et d'appréhension. En effet, monsieur le comte. L'histoire de Versailles, de la France, est loin d'être terminée. Alors qu'il quittait la galerie, Marie-Thérèse jeta un dernier regard au miroir. Dans leur reflet, elle ne vit pas seulement le présent, mais les possibilités infinies de l'avenir. Un avenir où les fantômes du passé ne seraient plus des menaces, mais des guides vers un monde meilleur. Versailles, jadis symbole de l'absolutisme, devenait le berceau d'une nouvelle ère. Et Marie-Thérèse, comme tant d'autres, était prête à écrire les prochains chapitres de cette histoire en constante évolution. Le chapitre,
Et avec lui notre histoire, se termine sur cette note d'espoir et de détermination. Marie-Thérèse, transformée par son expérience, regarde vers l'avenir avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le lecteur est laissé avec le sentiment que, bien que de nombreux défis restent à relever, un changement positif est en marche, porté par le courage et la vision de ceux qui ont osé affronter les fantômes du passé pour construire un avenir meilleur.